avec le rachat du channel manager Xotelia il y a quelques années, en 2017, en France donc, et plus récemment en 2019, l'ouverture de nos bureaux aux États-Unis. Voilà comment on se place aujourd'hui. Donc, on va avoir des équipes pays qui vont être présents sur chacun de ces territoires-là. En quelques mots, donc on le disait tout à l'heure, Edivo, ça va être un outil de gestion pour vos annonces sur les sites de réservation. Ça va vous permettre de gérer autant les tarifs que les disponibilités, que les réservations, que le contenu dans certains cas, pour avoir qu'une seule interface finalement et éviter d'avoir à se connecter à 36 extranets, comme ça peut être le cas si on gère tout manuellement. Et nos clients vont être très larges, ça va être de la chambre d'hôte, du gîte, jusqu'à des hôtels, des conciergeries qui vont gérer plusieurs centaines d'appartements. Donc ça va être un panel très large et on va s'adapter selon les cas de figure. En règle générale, donc là vous avez un petit échantillon. On en a beaucoup plus. Voilà pour qui nous sommes. En France, on nous pose souvent la question, on a une vingtaine de personnes à travailler. Hop. Alors. Hop là. Et aujourd'hui, donc, pour commencer, je voulais vous parler un petit peu des piliers de la distribution en ligne. Quelles sont les choses auxquelles on est censé penser et quels sont les points importants à ne pas louper lorsqu'on veut optimiser sa distribution en ligne. Donc, par distribution en ligne, on va parler de tous les moyens qu'on va utiliser pour être visible et dans certains cas réservable. Donc, on va parler du produit, du prix, de la distribution et des outils de communication. Et également de la dernière étape qui est réussir sa mise en ligne. Et si vous avez fait un petit peu de marketing, pour certains d'entre vous, on va se baser en fait sur le principe simple du mix marketing qui sont les 4 P. Quand on veut marketer son produit pour une cible ou pour plusieurs, on va essayer de penser et de penser son offre par rapport à la cible qu'on vise. Typiquement, un hôtel qui va se placer à côté d'un centre d'exposition aura plus de chances de penser son offre pour une clientèle affaires qu'un hôtel qui va être en bord de mer. En gros, c'est ça. Donc, on va parler du produit, du prix, de la distribution, qui est notre cœur de métier, et de la communication. Donc, le produit ou le service, dans certains cas, ça va être très simple, ça va être penser son produit par rapport à la cible qu'on veut avoir et potentiellement essayer de correspondre à un maximum de cibles. Donc, typiquement, quand on va avoir une cible à faire, on va se dire qu'on veut avoir tout un tas de produits, de services mis à disposition pour attirer ce type de personnes-là. Dans la chambre qui contient un bureau, une chaise, Internet au débit, un petit déjeuner tôt qui finit tard également, des kits voyageurs, une table en fer à repasser, ce genre de choses, etc. Pour une cible famille, ça va plus être des lits bébés, des chaises hautes, jouets, des aménagements pour les familles, grosso modo. Donc, je ne vais pas m'éterniser 100% là-dessus, ça paraît évident, mais c'est des choses à penser. Et lorsqu'on va mettre son offre en ligne, c'est justement de mettre en avant ces installations-là pour qu'un maximum de personnes puissent se retrouver dans notre offre ou que les bonnes personnes puissent se retrouver dans notre offre. Ensuite, le prix, on va y revenir plus tard, mais la politique tarifaire qu'on va mettre en place pour notre offre, que ce soit sur notre office du tourisme, sur notre site en direct, sur les agences en ligne, sur les annuaires, etc., elle va également avoir un impact sur la demande. Donc, il y aura plusieurs choses à considérer quand on va établir la stratégie marketing, la stratégie tarifaire, pardon. Ça va être bien sûr les charges qu'on a et la marge qu'on souhaite faire, les périodes et les semaines et les jours d'affluence. Est-ce qu'on a plus d'affluence le week-end? Est-ce qu'on a plus d'affluence la semaine? Quelle est notre clientèle cible toujours? Quelle est la compétition locale? Et quelles sont mes périodes de fermeture annuelle? Il y a d'autres points, j'ai pris les principaux. Et ensuite, sur notre tarif, on va avoir des variables qui vont être la saison, donc on en a parlé tout à l'heure, qui sont les périodes d'affluence, le séjour minimum, le niveau d'occupation, le type de pension qu'on va offrir, est-ce qu'on va en offrir plusieurs, un seul, quelles sont les conditions d'annulation, conditions de prépaiement, etc., etc. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses à penser quand on établit notre offre. Le cœur du sujet, la distribution et donc les canaux de vente. Le premier canal de vente est le plus important et c'est celui dont on ne parle pas assez ou on ne parlait pas assez il y a encore quelques années. Aujourd'hui, maintenant, c'est un des canaux stars. C'est la réservation en ligne et directe.
Ça peut paraître bête, mais encore beaucoup de personnes se reposent énormément sur les intermédiaires, sans penser qu'avoir un site internet, même très simple, avec juste un module de réservation, par exemple celui par OpenPro, ça va être salutaire parce que ça va vous permettre d'obtenir des réservations à moindre coût. Donc celle-ci, elle doit être toujours rapide. On n'a pas envie de passer 4 heures à faire une réservation. Intuitive également, ça c'est très important. Sécuriser si jamais on va collecter des données bancaires, numéro de carte, etc. Elle doit être confirmée instantanément. De plus en plus de personnes sont rebutées par le fait de faire une requête, recevoir un email, confirmer, re-recevoir un email avec un contrat, etc. Et ensuite, l'idéal, c'est qu'elle soit optimisée pour tous les supports parce que maintenant, plus de la moitié des voyageurs réservent leurs hébergements sur leur téléphone portable. Donc rapidement, un exemple, j'ai pris un gîte qui marche plutôt bien, mais du côté de la Sologne. On va le voir qu'il n'a pas d'outils de réservation. Et on va voir que c'est un petit peu le parcours du combattant pour venir réserver sur ce site. Donc on a le site, on a plein d'informations. C'est assez complet, on a des photos, on sait vraiment à quoi on peut s'attendre. Et lorsqu'on clique sur l'onglet de réservation, on se rend compte qu'il faut remplir. On voit toujours le PowerPoint, on voit pas le... Alors, je vais changer. Hop. C'est mon onglet. Hop. Voilà. Donc j'ai le site. Je reprends depuis le début. J'ai le site ici avec toutes les informations. On sait exactement où ça se trouve, les activités à faire, l'hébergement en tant que tel. Donc c'est plutôt bien fait. On a une vraie destination. Mais en revanche, lorsqu'on vient réserver, on va se rendre compte qu'il faut remplir le formulaire pour commencer la réservation, qu'on recevra un email de confirmation en résumant la demande, qu'on aura ensuite un contrat à remplir, qu'on va devoir renvoyer par email, et potentiellement, après, j'imagine qu'il doit y avoir peut-être un virement pour un acompte ou ce genre de choses. C'est toutes ces informations-là qui servent, qui sont à remplir sans avoir la garantie d'avoir la réservation. Or, aujourd'hui, de plus en plus de voyageurs veulent avoir une réservation qui va être ferme et définitive dès qu'ils auront fait la démarche d'effectuer la réservation. En 2015, je crois qu'Evivo avait fait une petite étude auprès de ses voyageurs qui réservaient via la plateforme qui s'appelle Top Rooms, qui est faite par Evivo. Et 56% des personnes laissaient tomber une réservation si la confirmation n'était pas immédiate. Donc ça veut dire la moitié. J'ai un autre exemple. Alors là, c'est peut-être l'un d'entre vous. Le Château des Martinanges. Je ne sais pas si la personne est là. Je l'ai trouvé sur sur le site l'Office du tourisme du Livradois Forez. Et pour le coup, ici, c'était plutôt bien fait. Hop, je repasse ici. Donc, on a un site, pareil, c'est bien fait. Il y a des informations. Il y a à peu près tout ce qu'il faut. Et directement ici, on a un module pour réserver la chambre. Ça paraît tout bête, mais on sait qu'ici, on va pouvoir trouver des disponibilités et réserver sa chambre. Ça va être par OpenPro. Et la personne va recevoir directement ça sur son petit outil de gestion OpenPro avec les réservations. Je ne crois pas qu'il soit ouvert en ce moment, par contre. Je n'ai pas trouvé de disponibilité. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée sur l'importance de la réservation en direct. Et c'est le canal le plus important aujourd'hui. Et surtout depuis cet été, où on a vu un bond sur tout ce qui est réservation en direct. Ensuite, une fois qu'on a la réservation en direct, c'est très bien. Mais en revanche, on ne va pas nous trouver comme ça. C'est-à-dire que demain, si une personne veut venir dans votre région, elle ne va pas chercher directement votre nom d'établissement. Donc, l'idéal, c'est d'être trouvable sur des annuaires de recherche. Et c'est là qu'interviennent les agences de voyage en ligne, type Booking, Airbnb, etc., puisqu'ils vont référencer plein d'offres sur une zone géographique recherchée, sans parler du nom directement. Donc, typiquement, là, personne ne sait qu'au fin fond de je ne sais où, typiquement à côté de Paris, dans la couronne, il y a énormément d'offres. Mais personne ne va chercher par le nom exact de la chambre d'hôte. Donc avant d'attaquer les agences, on va parler des deux questions qu'on a le plus souvent lorsqu'on vient de parler des agences en ligne. Est-ce que multiplier les canaux de vente, c'est vraiment
vraiment nécessaire. Je ne sais plus si je partage le bon écran. Là. Hop. Voilà. On va avoir multiplier les canaux. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc, on l'a vu. C'est atteindre, en fait, ça va vous permettre d'atteindre une cible plus large que si vous mettiez simplement un panneau au bord de la route à 2 km de chez vous. Il y a des gens de l'autre bout du monde qui vont pouvoir voir votre hébergement sur une liste d'hébergements proposés. Et ensuite, est-ce qu'elles sont trop chères? Alors ça, c'est une question qui est très vaste. 15%, 17%, 18%, ça dépend des régions. C'est cher, effectivement. Mais si on devait comparer ça, par exemple, à de la publicité sur des panneaux d'affichage ou de la publicité télé sur laquelle on n'a pas de retour sur l'investissement, ou un retour sur investissement qui est très difficilement mesurable, on va voir que c'est quand même plus intéressant dans ces cas-là. Alors, les agences de voyage en ligne, il y en a beaucoup. Je vais faire un tour d'horizon de celles qu'on a le plus en France. Donc, on a en premier Booking.com, qui est le leader aujourd'hui en Europe sur la réservation, en tout cas d'hôtels, et de plus en plus maintenant de meublés de tourisme. On va avoir Agoda, qui est le leader, enfin, qui est un des leaders en Amérique et en Asie pour la réservation également. Airbnb, on ne le présente plus, la location courte durée, mais qui fait aussi maintenant de l'hébergement à la chambre, donc type hôtel, chambre d'hôte, etc. On va avoir le groupe Expedia qui compte énormément d'affiliés. Le plus connu en France, ça va être Hotel.com avec son programme de fidélité 10 nuits achetées, 1 nuit offerte. On va avoir Orbitz et Agencia qui sont 2 systèmes de réservation pour de la clientèle affaires. Et ensuite, on va trouver Trivago qui est un comparateur d'offres et un meta-search. Et eBookers, qui est une plateforme d'origine européenne, mais qui s'apparente à Expedia et qui a été rachetée par Expedia après. On va avoir TripAdvisor, qui est le leader sur tout ce qui est avis voyageurs et qui permet aussi la réservation. Le nouvel entrant sur le marché, c'est Google Hotel Ads, qui va permettre de rendre votre fiche Google My Business, donc ce que vous avez dans votre sens, sur la droite de votre écran quand vous cherchez sur Google. C'est là que vous allez pouvoir référencer votre offre et la comparer avec celle des agences en ligne. On a HomeAway qui regroupe Abritel et Homelidays qui sont très connus en France et très utilisés pour tout ce qui est location de vacances. Et en France, HRS qui va être utilisé par des institutionnels type La Poste, etc. Mais qui est beaucoup plus utilisé aujourd'hui dans les pays germaniques. C'est à peu près ça pour les agences de voyage en ligne. Il y en a beaucoup d'autres. On a pris les principales. Ici, on va comparer rapidement une commission d'OTA versus la publicité classique. Alors, la publicité classique, ça va être de la presse régionale, nationale, de la télé, qui peut monter jusqu'à l'infini. Hein. Si on veut mettre un spot de pub sur le Super Bowl aux États-Unis, on va payer plusieurs millions. En France, on va compter pour un spot télé plusieurs dizaines de milliers d'euros pour 30 secondes. On va avoir ce qu'on appelle le PPC et le CPC. Donc, c'est le coût par clic. C'est toute la publicité qu'on va faire sur Google et l'investissement qu'on va faire. Donc, ça va être un coût par clic. Ça ne veut pas dire que la personne a réservé chez soi. Ça veut simplement dire qu'elle a cliqué sur votre site. La réalisation d'un site web, en général, ça va sur des sites gratuits type Wix, j'en ai pas d'autres, Jimdo, etc., donc de 0 € jusqu'à, en moyenne, 3 000, 3 500 €. Du référencement ou une mission d'optimisation de référencement, pour tout ce qui est référencement naturel, donc avec les mots-clés sur votre site web, ça va être une mission qui va être à 1 000, 1 500 €. Et ça, c'est des dépenses de ce côté-ci qu'on va avoir, mais sur lesquelles on ne pourra pas jauger le retour sur investissement, ou alors difficilement, et c'est surtout une dépense qu'on va faire a priori, sans avoir la garantie d'obtenir des réservations. Là où on a un petit avantage avec les agences en ligne, c'est que si on n'a pas de réservation, on ne paye pas. Point barre. C'est donc l'idée. Ce que les hôteliers vont faire aujourd'hui, c'est quand ils vont faire une ouverture d'établissement, vont se mettre sur toutes les OTA, emmagasiner des clients, les fidéliser, puis se détacher des OTA. Donc ça va être vraiment un système pour lancer la machine et ensuite essayer de transformer ces clients-là en clients qui vont passer par le site en direct ou appeler directement. C'est comme ça qu'il faut établir sa stratégie pour
essayer d'emmagasiner un maximum de réservations et au meilleur prix. Et enfin, les dernières plateformes à ne surtout pas négliger, ça va être les plateformes locales. On l'a vu cette année, à cause des circonstances, on a eu énormément de tourisme local, voire ultra-local, à savoir des personnes qui sont restées dans leur région, voire dans leur département pour partir en vacances. Et ces personnes-là passent en général moins par les OTA puisqu'elles connaissent déjà l'endroit. Donc ça va être les offices du tourisme, les places de marché, ça va être les OTA locales type, alors j'ai pris Abracadaroom pour tout ce qui est logement insolite, ça peut être plein d'autres choses. Ça va être des annuaires spécialisés, des associations de tourisme local qui vont en général travailler avec les offices de tourisme et des annuaires locaux type Cibevasion, chambredhôtes.com, etc. Pour vous démontrer un peu l'importance de la cible locale, hop, on a un document qui est que j'ai perdu, parfait, qui va être les premières estimations des résultats de cet été au niveau français. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, même si c'est un gros document, si vous voulez, je pourrais vous le faire passer. Je l'ai déjà envoyé à Christophe. Voilà. Donc, c'était un document qui reprenait un petit peu le bilan de cet été, des premiers chiffres qui sont tombés. Et en gros, il y avait une slide qui était assez intéressante sur... Voilà. Alors ça, c'est le tourisme de cet été. Donc là où il y a eu une très bonne activité, et ben on voit que c'est pas mal les régions du centre, campagne, rurale et isolées. Et c'est des personnes, en général, qui sont parties de chez eux. Qui étaient... Hop, il faut que je retrouve ma slide. Elle n'est pas ici. Mauvais document. Je vous l'enverrai, je ne l'ai pas sous la main. En gros, c'était un document qui montrait en fait que les personnes étaient beaucoup moins mobiles que l'année dernière. En gros. Hop, pour reprendre. Hop. Donc, si je récapitule, en gros, sur la distribution en ligne, il ne faut pas penser uniquement OTA, il va falloir penser réservation directe, réservation hors ligne, bien sûr, des personnes que vous connaissez déjà, et des plateformes de réservation locale. Et c'est là qu'intervient votre office du tourisme en règle générale. C'est bien de balancer les quatre. Et ces quatre-là, vous pouvez les balancer donc, avec l'offre, en donnant une offre spécifique, par exemple, sur les plateformes de réservation locale qui ne seront pas forcément disponibles sur les OTA, et inversement, pour correspondre aux différentes cibles. Et c'est aussi en vous assurant que vous êtes vraiment réservable sur ces 4 canaux-là. Sur cette première partie, donc ça c'était les OTA, la communication, je vais en parler rapidement. Il y a des outils qui sont à la portée de tous aujourd'hui et qui sont essentiels de ne pas négliger si vous avez le temps et si vous avez les ressources. Ça ne demande pas beaucoup, mais ça peut être intéressant. À la portée de tous, il y a par exemple les réseaux sociaux. Beaucoup d'hébergements ont été très actifs sur les réseaux sociaux pendant le confinement pour encourager ou pour préparer les personnes à réserver dès que le territoire s'est rouvert. Ça va être... Alors, il y a beaucoup de façons de communiquer sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut garder en tête, c'est d'avoir toujours du contenu frais, qui soit authentique, qui soit de vous. Et surtout, c'est d'analyser un petit peu le contenu et le retour que vous avez sur votre contenu pour voir ce qui intéresse le plus votre audience et de continuer à poster dans ce sens. Ça va être également des campagnes de mail que vous pouvez faire sur MailChimp, Sendinblue, etc. pour tenir votre audience ou vos clients existants au courant de ce que vous faites. Par exemple, vous avez rénové une de vos chambres, faites tourner l'information, c'est bon de le savoir, et vous restez dans la tête de vos clients existants. Et enfin, il y a le référencement local. Donc ça, le référencement local, c'est quelque chose qu'on va mettre un peu à part de tout ce qui est de la distribution. Ça va être avoir des fiches
tels que Google My Business sur tous les sites de référencement géolocalisés. Ça va être Waze, Apple Maps, Google Maps, Page Jaune, tout ce genre de choses-là. C'est hyper important d'être à jour sur toutes ces plateformes parce que beaucoup de gens, et de plus en plus, cherchent maintenant des hébergements ou des points de vente ou ce genre de choses directement sur les cartes connectées. Donc, c'est hyper important de vérifier ça. En général, l'inscription est gratuite et c'est une mise à jour qui est extrêmement rapide. Et ensuite, avec un peu plus de maîtrise pour les personnes qui se font accompagner ou qui souhaitent investir un peu plus de temps, il y a le référencement naturel, donc avec les mots-clés sur votre site web. Et ensuite, au niveau au-dessus, mais ça demande aussi un investissement financier, c'est les campagnes de AdWords, donc publicitaires sur Google. Je tiens à prévenir, alors c'est moins le cas maintenant parce que Booking investit un petit peu moins, mais les campagnes AdWords, c'est pas le plus nécessaire. Tout simplement parce qu'il faut avoir énormément d'investissement pour pouvoir obtenir un retour sur investissement et venir se classer dans les premiers les résultats de recherche Google. Je vais y arriver. Pour les ensuite, réseaux oui. sociaux, tu disais de créer soi-même le contenu. Moi, je dirais qu'il y a peut-être quelque chose d'autre à creuser. Ça dépend quels réseaux sociaux vous utilisez. Si votre communication, votre établissement, par exemple, se prête à une page Instagram, ce qui peut être intéressant, c'est arriver à retrouver de belles images, de belles photos qu'auraient pris des clients qui ont séjourné chez vous. Et ça demande un peu de gymnastique, mais pour peu que vous les citiez, vous pouvez récupérer l'image, la repartager sur votre compte. Et en fait, ce serait presque une source illimitée de contenu à partager sur votre page, bien qu'elle soit créée par d'autres personnes. Et généralement, ils trouvent ça plutôt flatteur. Si ça ne devait pas l'être, c'est qu'ils ne le partageraient pas de toute manière, de manière publique, donc vous n'auriez pas accès à l'image. Il y a certains établissements, souvent dans des destinations un peu exotiques, qui font ça et créent du coup une vraie de la vie sur leurs réseaux sociaux, en fait, sans nécessairement avoir ni le talent ni le temps de prendre eux-mêmes les images. Oui, tout à fait. Et là-dessus, on en parlait. On avait fait des sessions de masterclass pendant le confinement, et dont une qui traitait des réseaux sociaux. Et c'est effectivement ce que Claire, qui intervenait sur ce sujet-là, nous expliquait. Donc ça, c'est des vidéos, d'ailleurs, j'en parle rapidement, mais on a toutes ces vidéos-là qui ont été faites ces derniers 6 mois, qui sont toujours accessibles pour nos utilisateurs également. Donc on en parle de toutes ces choses-là, de la stratégie tarifaire, stratégie de réseaux sociaux, des emails, etc. Mais pour rebondir sur ce que Nicolas disait, beaucoup d'hôtels font également ça, parce que c'est une des meilleures façons de communiquer sans avoir à investir beaucoup de temps et d'argent dessus, et avoir un retour qui est hyper positif, parce que forcément, engagé avec une communauté de followers, c'est la meilleure façon de communiquer aujourd'hui. Le dernier point, c'est réussir sa mise en ligne. Il y a 5 points qui sont essentiels pour ne pas se rater. Et c'est les mêmes règles pour tous, globalement. C'est donc multiplier les canaux de vente, mais comme on l'a vu correctement, c'est identifier les bonnes cibles qu'on va avoir et surtout mettre en avant les canaux qui vont correspondre à cette cible. Et ensuite, c'est de respecter quelques règles clés. À savoir, quand on diffuse une annonce en ligne, avoir des photos de qualité en haute définition avec un bon cadrage, c'est absolument essentiel. On nous dit souvent, oui, mais mon établissement, c'est pas designé par Stark, donc ça sert à rien que j'ai des bonnes photos. C'est complètement faux. Avoir de bonnes photos, sans parler d'être photoshopé ou quoi, rien du tout. Avoir juste de bonnes photos avec une bonne luminosité qui permettent aux voyageurs de se projeter chez vous, bah, c'est le meilleur moyen de réserver. En moyenne, je crois que le voyageur passe moins de 3 secondes sur une annonce avant de la sélectionner, de la mettre de côté, ou alors de passer complètement à autre chose. Donc la première chose que le voyageur verra, ce n'est pas votre description, la liste de vos équipements, ça viendra au second temps, c'est les photos.
Ensuite, bien sûr, il y aura donc les informations. Donc, typiquement, quelque chose qui est très négligé aujourd'hui, ça va être les listes d'équipements. Qu'est-ce qui fait que votre établissement peut correspondre à une cible ou à une autre ou aux deux? Eh bien, c'est les équipements qu'elle va avoir. C'est le lit bébé pour l'un, c'est Internet au débit, ça va être la piscine pour certains, ça va être le sauna pour d'autres, etc. etc. Renseigner ça, c'est primordial parce que certaines personnes vont baser leur recherche là-dessus. Par exemple, sur booking.com, on voit que un des critères de recherche les plus utilisés, c'est la piscine. Donc, si vous en avez une, n'oubliez pas de le mettre. Ensuite, des prix et des offres cohérentes, ça c'est essentiel. On sait que sur les agences de voyage en ligne, on va trouver des commissions, plus ou moins variables, mais en règle générale, on tourne globalement autour des 15-17% globalement, toutes commissions confondues. Donc l'idée, c'est d'avoir des tarifs qui soient peut-être légèrement différents de son site en direct. C'est d'avoir une stratégie tarifaire qui soit cohérente aussi sur la durée de séjour. D'avoir un prix semaine qui soit peut-être plus intéressant que si on prenait un prix à la nuitée. Ce genre de choses. Et ensuite, d'avoir cette disponibilité qui soit toujours à jour sur toutes ces plateformes-là et accessible instantanément. Donc, ça veut dire avoir un calendrier qui soit connecté entre son office du tourisme, son site en direct, ses agences en ligne, etc. Ou alors de le maintenir à jour constamment. Et le dernier, on en parlait tout à l'heure, c'était la confirmation de réservation pour s'assurer, confirmation de réservation instantanée pour ne pas perdre le client potentiel sur le chemin de la réservation. C'est souvent ce qui se passe. Ça va être pour l'homogénéité et la qualité de l'annonce. L'idéal, c'est également d'avoir des photos de qualité sur toutes les plateformes et de ne pas en négliger une en se disant que celle-ci rapportera moins. Parce que justement, on se tire une balle dans le pied en faisant ça. La dernière chose, on va en parler rapidement, c'est les réputations, c'est les avis. On a tendance à négliger un petit peu ce point-là également. Pourtant, il est hyper important. Ça donne c'est là où vous pouvez avoir la parole en plus de sur votre annonce. Quand vous recevez un commentaire sur n'importe quelle plateforme, l'idéal, c'est d'y répondre, qu'il soit positif ou négatif, et de façon, bien sûr, posée et raisonnable. C'est pas facile tous les jours. Lorsqu'on reçoit un avis qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on souhaitait. Surtout avec les nouveaux systèmes de notation de Booking.com, je sais que c'était à l'origine de pas mal de frustrations pour certains des hébergeurs. L'idéal, c'est de répondre et d'être toujours, d'inviter la personne à s'exprimer et à potentiellement à régler ça en retrait une fois que c'est, hors ligne en tout cas, d'essayer de contacter la personne si on arrive à l'identifier. Si vous faites bien les choses, vous avez tout intérêt à presque automatiser cette demande d'avis client suite à un séjour. Notamment parce que tous ceux qui sont contents s'exprimeront, et si une personne devait être mécontente et certainement de mauvaise foi, son avis sera perdu, dilué dans le nombre d'avis positifs que vous aurez. Alors que vous ne prenez pas soin de demander de laisser ces avis un peu partout. Les seuls qui vont finir par s'exprimer le plus souvent, c'est ceux qui sont mécontents, et ils vont créer une image de votre établissement qui n'est pas nécessairement la réalité. De plus, un établissement les avis, quand on cherche votre nom sur Google, la note, elle apparaît aussitôt, puisque Google va mettre ça en avant. Sur Booking.com, c'est la même chose. Un établissement qui n'aurait pas ou peu d'avis rassure moins qu'un établissement qui en affiche déjà plusieurs centaines. Voilà, c'est exactement ça, Nico. Et donc là, pour comment répondre sur différents avis, c'est rester cordial. Si jamais il y a eu un problème ou quelque chose à l'origine d'une frustration quelconque, c'est s'excuser, essayer d'avoir ses coordonnées et essayer de le contacter hors ligne ensuite pour essayer de régler ça et d'avoir un client
satisfait à la fin du compte. Voilà pour les avis. Le dernier point qu'on encourage toujours à faire, c'est suivre un peu l'évolution du marché. Donc là, je pense qu'on l'a tous suivi ces derniers mois. C'était compliqué, bien que, comme on le voyait tout à l'heure, il y a eu certaines zones en France qui s'en sont mieux sorties que d'autres. C'est essayer de faire une veille sur les articles qui sortent. On a de la chance d'avoir une industrie qui est très vivante, sur laquelle il y a énormément de documentation en ligne, que ce soit sur la gestion des annonces, sur les tendances du marché, sur les nouveaux outils pour optimiser ses réservations, etc., etc. Il y a énormément de choses. J'ai mis quelques petits liens ici si vous le souhaitez. Je vous enverrai la présentation après de toute façon. Voilà pour cette première partie sur la mise en ligne et les différents canaux. Est-ce que déjà vous avez des questions sur cette partie-là? Alors, je vois pas le chat. Hop. C'était clair pour tout le monde? Bon, on va passer à la seconde partie. Christophe, est-ce que vous avez reçu des questions? Vous n'aurez pas vu? J'ai absolument aucune question, Marie, apparemment, c'était parfait. Ok. Non, moi, je veux bien prendre la parole. Ah, je vous écoute. Ouais, Gérard. Non, simplement une observation, je veux dire, quand on est sur des prestations qui sont très... Pardon? Tu veux que je mette la caméra ou pas? Non? C'est comme vous le souhaitez. Ouais, peu importe. Je veux dire, quand on est sur une prestation qui est très en marge de ce dont vous parlez, il y a bien plein de sujets sur lesquels je ne me sens pas concerné. Je veux dire, nous, on est sur une prestation, on essaie d'attirer des gens qui ne sont pas dans la consommation pour la consommation. Donc, je veux dire, on n'est pas du tout sur une cible qu'on va trouver sur la plupart des réseaux sociaux, sur plein de choses comme ça. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne partage pas avec ce que vous avez dit, mais je préférais, disons, qu'on en vienne au channel manager. Voilà. Nous, on est plus sur ceux qui rêvent d'une société plus juste, plus solidaire, et ça, je ne le retrouve pas dans tout ce que vous avez vanté. Voilà. Bah alors là, vous avez des canaux qui sont spécialisés là-dessus. Vous avez des canaux... Ça, par contre, ça m'intéresse, parce que du coup, c'est plutôt là où on a du mal à avoir... Nous, dès qu'on pourra abandonner Booking, on le fera. C'est l'idéal, hein. C'est ce que la plupart des hôteliers cherchent à faire, ou la plupart des hébergeurs. Voilà, on n'arrive pas à affirmer dessus notre spécificité. Moi, j'ai dû insérer dans le diaporama des diapotextes très courts, très très courts, pour arriver à ce que la clientèle nous cible tout de suite, mais pas seulement sur les belles images. Il y a les belles images, mais entre chaque belle image, enfin, au début, il y a un petit message très court qui tout de suite nous colore sur la particularité environnementale en particulier sur laquelle nous sommes. Sinon, l'internaute passe carrément à côté, quoi. Mais ça veut donc dire que vous avez bien identifié votre positionnement, votre cible, et que vous avez déjà un produit qui est très très abouti. Et donc là, ce qui va vous manquer, c'est d'identifier les bons canaux pour pouvoir mettre en avant votre offre. Tout à fait. Oui, complètement. Voilà. Mais ça, même sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver des personnes qui rejoignent votre philosophie pour le coup. Ouais, on ne veut pas être sur Facebook. Enfin, j'y étais, mais j'ai tout arrêté. Ouais, non, après, on va trouver Facebook, il y aura Instagram pour tout ce qui va être très, très visuel, il y a plein de choses. Après, c'est vrai que mettre en avant déjà votre produit sur des plateformes locales, et là, pour le coup, on reprend tout ce qui est déjà les associations de tourisme local, les offices de tourisme, toutes ces choses-là. Il y a aussi, il me semble qu'il y a des plateformes, une OTA, il y en a une ou plusieurs, je ne sais plus, qui ont été lancées ou qui sont en lancement, qui font justement des hébergements verts, donc avec une démarche éco-responsable. Voilà, et qui font du local. Voilà, pour l'instant, on cherche plutôt le site international qui va être sur ce sujet. Il y en a en France, mais au niveau international, à l'international, c'est encore... Je n'ai pas trouvé.
Ouais, à l'international, ça va être un peu compliqué, ouais, parce que ça va à l'encontre en fait de la démarche écologique. Une démarche écologique, ça va être faire du tourisme très local avec une empreinte carbone qui va être beaucoup plus légère. C'est une question qui est de plus en plus posée, ouais. Pas que. Mais j'ai envie de dire, parce que sur Booking, il y a par exemple, on peut indiquer que l'on a un label clé verte, mais en fait, ils n'en font absolument rien. Ils n'en font rien. Moi, je les ai déjà interpellés et ils n'en font absolument rien. Non, parce que ça reste encore une niche et le but de Booking, c'est marketer à travers le monde d'une façon assez formatée. Et surtout se faire du fric. Après, il faut peut-être trouver des annuaires ou des choses qui vont être sur cette cible. Voilà. Il y a des annuaires même payants qui sont imprimés et qui peuvent marcher dans certains pays sur un sujet ou un autre. Et c'est plus délicat. Ouais. Merci. En tout cas, c'est une très bonne remarque. Oui, je rejoins Gérard. Nous aussi, on ne veut pas avoir n'importe qui dans notre chambre d'hôte. On est aussi très ciblé sur l'éco, la nutrition, ces choses-là, et avoir des gens qui n'ont aucun intérêt. Ouais, okay. Voilà, pardon, un instant, j'ai coupé. La grande consommation, on ne la cible pas. J'ai jamais été sur Booking parce que je le connais, parce que j'ai aussi un appartement à Menton. J'ai pas envie d'être là-dessus. Je veux plutôt cibler. Moi, j'ai l'avantage que je suis belge et qu'il y a aussi des sites belges qui font la promotion de la qualité, de l'environnement, de l'écologie. Et c'est sur ces sites-là que moi, je recrute le plus. Et là, au moins, on a des gens qui correspondent à notre idée, notre façon d'être et de vivre. Et ça, c'est ce qu'on cherche. Et c'est pas du n'importe quoi, hein. Oui, de toute façon, ça, le choix de la clientèle, elle va passer par justement la façon dont on construit le produit, les canaux qu'on va utiliser et le tarif également. Ça va aussi définir énormément la clientèle qu'on va recevoir. On ne veut pas être le moins cher non plus, parce qu'alors c'est le souci que pour l'instant Venise ils ont essayé d'avoir la plus grande quantité de monde dans leur ville et parviennent plus à vendre leurs produits de qualité. Et ça, disons, il faut surtout faire attention qu'on n'a pas ça ici en Auvergne, qu'on va avoir un surnombre et que on va casser notre bonne qualité. C'est un peu mon idée de... Voilà. Liv, est-ce que tu peux nous dire sur quel site belge tu es? Mais je peux te les envoyer. Hein. Très bien, super, merci. Mais parfois, il faut être belge pour être dessus. Ah, d'accord. C'est comme se promener chez des Belges, faire des randonnées chez des Belges, faire la chambre d'hôte chez des Belges. Disons qu'ils prennent ça parce qu'il y a aussi en Belgique certains Belges qui parlent l'anglais et le néerlandais, qui parlent rarement le français. Alors ils préfèrent être chez quelqu'un qui parle aussi fluemment le néerlandais ou l'anglais. C'est par ce site-là qu'on a aussi beaucoup d'étrangers pour la bonne raison. Ah, c'est un Belge, il parle beaucoup de langues. Un point, c'est tout. Mais je les envoie, tu pourras voir si tu peux faire quelque chose avec. D'accord? Ça marche, merci à toi. Allez, salut. Bonjour. On voit effectivement beaucoup de sites communautaires belges passer chez Vivo. Bonjour. C'est Marie. Je ne connais pas Gérard et Liv, mais donc ça serait intéressant pour moi de vous connaître parce que je suis aussi dans la même philosophie de vie. Et c'est pour ça que j'ai très peu de monde. En fait, je ne sais pas trop faire ma com en étant en dehors des schémas qu'on vient de décrire et qui sont pour la surconsommation, en fait. Voilà. Je ne sais pas si on pourra avoir un échange des coordonnées des participants par un biais ou un autre, de façon à pouvoir après peut-être se contacter. Ça marche, pas de problème. Merci. OK. Tout à fait, je vous transmettrai à tous les coordonnées de toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui à ce webinaire. Merci Christophe. Est-ce que vous aviez d'autres questions sur la présentation qu'on a vue ou est-ce que je passe à la suite? Pour dire encore un petit mot, là, c'était très clair et très bien. Merci. Ah, merci.
Alors, donc, hop, je vais essayer de trouver ma souris. Voilà. OK. Alors, là, pour le coup, je vais vous parler vraiment de donc l'offre, ce que Evivo propose avec OpenPro. Si vous êtes là, normalement, c'est que vous êtes déjà sur le site de l'Office du tourisme, de la Maison du tourisme du Livradois de Forêt. Donc là, je vais vous présenter, nous, ce qu'on propose pour les hébergeurs qui souhaitent être distribués sur les grandes plateformes, comme on vient de parler. Donc peut-être que ça ne correspondra pas à tous, mais au moins, vous saurez ce qu'on fait exactement au quotidien pour les hébergeurs. Donc, je vais vous présenter rapidement le Channel Manager, donc comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait. La passerelle en tant que telle, comment elle fonctionne entre OpenPro, Evivo et les agences. Et après, comment les tunnels d'achat fonctionnent et les aspects techniques à connaître. Donc, Evivo propose de plugger ou d'accrocher sur votre système OpenPro un Channel Manager pour faire le lien entre les grandes agences de voyage en ligne, on les a vues tout à l'heure, et OpenPro pour avoir un endroit où se regroupent toutes les réservations sans avoir besoin de se connecter sur X plateforme, mettre à jour ses données, ses disponibilités, ses tarifs, etc. etc. L'idée, c'est de gagner du temps et surtout de réduire le risque de surréservation parce qu'aujourd'hui, c'est une des choses qui peut coûter très cher à un hébergeur, que ce soit un hôtel de 70 chambres ou une personne avec juste un gîte, ça peut coûter très cher dans tous les cas. Aujourd'hui, on a des utilisateurs qui ont d'un côté leur PMS OpenPro et de l'autre, potentiellement, des agences de voyage en ligne, que ce soit des agences de voyage en ligne globales ou locales. Donc, locales, on en a parlé à l'instant, des agences de voyage en ligne spécialisées sur certaines niches, l'hébergement insolite, l'hébergement écologique, ça va être l'hébergement pour les professionnels en voyage, etc., etc. Ce qu'on propose de faire, alors, un PMS, je vois la question qui se soulève. Un PMS, c'est un Property Management System. En français, dans le texte, c'est un système de gestion de votre établissement qui va permettre de gérer les réservations. Mais donc, avec les réservations, ça va être les contrats de location, la facturation, les tarifs, les périodes d'ouverture et de fermeture. Bref, c'est un système qui permet de gérer en fait son établissement comme on gère un point de vente. Voilà donc pour le PMS. Ce que vous avez sur OpenPro, c'est un PMS. Est-ce que c'est clair? Oui. Hop. Donc, sur donc Evivo, ce qu'on propose, nous, c'est justement de remettre l'utilisateur devant son outil, donc uniquement devant son outil OpenPro, et de faire le lien avec les agences pour lui, donc de le faire à sa place. Ça permet donc un gain de temps et un gain de sécurité sur toute la partie réservation sur réservation. À quoi ça ressemble? C'est l'intégration, elle va se trouver dans le système OpenPro sous l'onglet Channel Manager, une fois qu'il est installé, j'entends, qui va reconduire vers la liste des réservations et les réservations qu'on va pouvoir trouver provenant des agences en ligne. C'est toutes les grandes agences dont on a parlé tout à l'heure. Elles vont comporter différentes informations, donc le nom, le prénom, l'adresse mail du client, ça dépendra des agences, le nombre de personnes et le tarif et les charges associées qui sont potentiellement là. Si la réservation n'a pas été prépayée sur l'agence en ligne, on va trouver le numéro de carte bleue s'il faut la prélever. Et enfin, des notes et des commentaires qui auraient pu être laissés par le système automatiquement ou alors directement par le voyageur. Par exemple, exemple typique, je suis allergique aux coussins en plume. Le client va le mettre là. Lorsqu'on va vouloir ouvrir une réservation, on va trouver toutes ces informations-là dont je viens de parler. Un numéro de téléphone, un nom, une date, les dates d'arrivée, de départ, de réservation, etc., des références qui vont permettre de pouvoir retrouver des réservations si jamais on a besoin d'assistance. On aura également un onglet où on aura le détail de la réservation, ce qui a été payé, ce qui reste à payer, etc. Donc ça, c'était le cas d'une réservation qui est déjà prépayée, donc typiquement une réservation sur Airbnb qui est prépayée. On n'aura pas de détail de carte puisque celle-ci n'est pas utile. Sur une réservation type Booking ou toute autre plateforme qui n'encaisse pas pour vous,
on va trouver un onglet de réservation avec les mêmes informations clés, un onglet de carte avec le numéro de la carte qu'on peut déverrouiller et donc prélever si jamais il faut prélever un acompte, et enfin la facture avec le détail. On va également paramétrer plusieurs choses sur le Channel Manager pour que ces données-là soient envoyées aux agences en ligne. Donc, ça va être des données légales, type quelle société on est, enfin, qui on est, quelle société, les coordonnées, et ensuite les descriptions de l'établissement et des hébergements ou de l'hébergement, les listes d'équipements et services dont on parlait et les photos qui vont être poussées, tout ça, vers les annonces pour éviter d'avoir à les mettre à jour manuellement. C'est pratique lors de votre inscription, typiquement, on a déjà plusieurs personnes qui utilisent cette connexion et ils se sont inscrits à eVivo à travers le bouton de Channel Manager de leur compte OpenPro. Une partie de ces informations est déjà récupérée de ce que vous auriez déjà mis sur OpenPro. Tout ce qui peut être récupéré l'est. Maintenant, OpenPro a son standard. Nous, on doit travailler avec le standard des multiples sites de vente avec lesquels on travaille. Donc, généralement, l'information qu'on a, nous, est un peu la somme de ce qu'ils demandent. Et quand ils demandent, c'est parfois qu'ils imposent. Il y a un minimum. Donc, nous, on va faire la somme de tout ce qui est au minimum imposé par les autres et ce sera forcément plus que ce que OpenPro pourra nous fournir. Donc, on vous demandera de réviser et de compléter ce qui sera envoyé à destination des sites de vente. Une chose qu'on fait nous et que ce n'est pas nécessairement tous les compétiteurs sur le marché qui le font, c'est qu'on va mettre à jour vos dispos et vos tarifs sur ces sites de vente, mais pas seulement. Ça, ce serait Channel Manager, on va dire, assez basique. On a la possibilité d'envoyer justement le contenu, les descriptifs, les images, les conditions de vente, les frais de ménage, les cautions, toutes sortes de choses comme ça, ce qui va être d'autant plus pratique, par exemple, si vous décidez d'être ajouté sur Google, parce que sur Google, vous ne pourrez pas y apparaître et être réservable par vous-même. Ce sera forcément en passant par un outil comme le nôtre que vous aurez une fiche de réservation en ligne et elle va s'alimenter de ce que vous mettrez dans eVivo. J'espère que c'est clair. En tout cas, pour moi, c'est clair. Dans la liste des choses à paramétrer, on retrouve donc toutes les informations sur l'établissement, sur les chambres, sur nos conditions de vente. Et ça, c'est important de le savoir, tout ce qui est conditions de vente, tarifs, etc., ne sont pas nécessairement les mêmes ici, donc à destination des agences en ligne, que celles que vous allez configurer sur votre offre, sur l'Office du tourisme et sur votre site en direct à partir d'OpenPro. Ça peut être vraiment deux offres dissociées. C'est intéressant, notamment lorsqu'on veut avoir un tarif qui soit différent ou une offre qui soit sensiblement différente et privilégier ou donner un petit avantage aux personnes qui réservent en direct ou via l'Office du tourisme. C'est là aussi où on va pouvoir choisir les agences avec lesquelles on se connecte, choisir des règles. Alors là, en nettoyage, ça va être un outil qui va permettre de mettre un espacement entre chaque réservation du fait de la situation actuelle. Toutes ces choses-là, elles sont à configurer avec l'aide d'un formateur qui va guider et qui va vérifier que tout soit bien fait avant d'effectuer une mise en ligne. Ça permet de faire une mise en ligne avec un maximum d'impact et surtout qui soit le mieux possible. On a un outil de média qui permet de charger toutes les photos de façon glisser-déposer comme sur beaucoup de sites aujourd'hui. Qui vont demander pour chaque photo d'ajouter une catégorie, une description et une légende, qui vont être des légendes qui sont utilisées notamment par tout ce qui est, alors là c'est un peu technique, mais meta search et SEO. Donc en gros, ça va être tout ce qui est référencement naturel. Et enfin, une taille minimum de photos requise. Et oui, c'est une taille de 2048 par 1536 pixels. Et l'idéal, bien sûr, c'est de mettre des photos toujours qui sont en format paysage. Éviter à tout prix les formats
portrait, puisque ça ne ressort pas bien sur 99% des agences en ligne. Là encore, on vous encouragera à aller en direction de ces recommandations. Par exemple, des images légèrement moins grandes que celles-là pourront passer, ça dépend encore la taille, mais on vous encouragera toujours à faire le mieux possible, parce que ça augmentera vos chances de vente, c'est évident, mais aussi parce que si vous ne remplissez pas les exigences minimum de Airbnb, qui vous imposera par exemple d'avoir au moins une photo de salle de bain, au moins, votre annonce ne pourra pas exister, elle ne sera pas en ligne. En tout cas, pas à travers nous. Ça ne pourra pas fonctionner puisque Airbnb nous impose de lui fournir ces informations minimum. Et ça pourrait être la même chose avec Booking et avec d'autres. Donc, il y a un minimum de photos, une photo de salle de bain. Certains sites imposent qu'on voie tous les lits, tous les couchages. Donc, c'est des choses à garder à l'esprit. Et parfois, on voit des personnes qui vont dire oui, mais je les mettrai plus tard, j'ai pas envie. C'est pas une question d'envie, c'est pour bien faire les choses, il y a presque une obligation à remplir ces éléments. Et l'idée d'un channel manager également, dans le cas où on fait de l'export de contenu et du partage de contenu, c'est aussi de guider les hébergeurs, donc de vous guider et de vous dire quels sont les prérequis de chaque agence. C'est notre travail de rassembler toutes ces informations-là et de les connaître et de vous les faire passer. On va donner un outil qui va permettre de faire de la distribution, mais également de le faire de la bonne façon. Donc, c'est aussi pour ça qu'on va se placer en fournisseur de logiciels, mais également, on va essayer de se placer un peu dans un rôle pas de consultant, mais de conseiller sur les meilleures pratiques à adopter pour que ça marche. Et il y a une logique commerciale derrière ça, c'est que si vous ne faites pas bien les choses, vous ne vendrez pas beaucoup. Si vous ne vendez pas beaucoup, vous n'aurez pas besoin de nous au milieu. Si vous avez beaucoup de succès en ligne de par votre diffusion, vous aurez besoin de nous et vous serez certainement content de nous trouver au milieu. Donc, notre but, c'est vraiment pas de vous avoir pendant un an. Notre but, c'est que vous soyez heureux de nous utiliser sur le long terme. La dernière étape pour la configuration d'une annonce, c'est bien sûr les tarifs. Et ici, elle se fait en 2 étapes. On va configurer un tarif basique qui va être pour chacun de nos hébergements, un tarif qu'on va configurer sur une semaine type. Typiquement, tout à l'heure, je parlais des périodes d'affluence. Dans certains endroits, les périodes d'affluence, ça va être les week-ends. En zone rurale, là où les personnes vont venir le week-end pour s'aérer, pour sortir un petit peu de leur train-train quotidien, on va avoir tendance à vouloir mettre des prix un petit peu plus élevés le week-end parce qu'on sait qu'on aura plus de demandes. On va donc configurer ça. Et par-dessus, on va pouvoir éditer les tarifs sur les tarifs du jour, qu'on voit ici, sur une grille qui va être au jour le jour. On va pouvoir décider de modifier des tarifs plus haut, plus bas, etc. Ça permet aussi d'appliquer une certaine saisonnalité à nos tarifs et de ne pas avoir les mêmes tarifs en plein mois de février qu'en plein mois d'août. Si on se trouvait par exemple à la montagne ou à la mer. Par-dessus, on va pouvoir mettre en place une promotion donc qui ne sera pas diffusée sur les canaux, mais par contre, cette promotion, elle va permettre de baisser les tarifs selon une certaine règle. Et enfin, on va accrocher des charges qui vont être des charges qui vont correspondre à celles qu'on trouve sur les agences en ligne. Ça correspond notamment aux frais de ménage, aux cautions, aux taxes de séjour, ça dépend sur quelle plateforme. Les animaux aussi. Les animaux, les lits supplémentaires, ce genre de choses. Sur l'offre qu'on propose maintenant. Donc, il y a 2 offres qui sont disponibles. Une première qui va s'appeler Vivo Connect, qui est au tarif de 4 € par mois et par chambre. On va revenir sur ce point. Avec un minimum de 15 €. Cette solution, elle permet d'avoir donc le channel manager qu'on vient de voir, connecté à tous les canaux, au choix bien sûr, listés ici. Ça va être Abritel HomeAway pour tout ce qui est location de vacances ou location de meublés en entier. Ça va être le groupe Expedia, Airbnb, Booking.com, les autres agences en ligne connectées régionales et départementales,
qu'on va avoir sur certaines zones. Et ça va être également les sites communautaires locaux, type association, etc. En gros, vous aurez un choix au moment de l'inscription, on va le voir tout à l'heure, un choix sur les canaux que vous souhaitez sélectionner. Et après ça va être les grands canaux, vous pourrez sélectionner d'autres plus petits canaux régionaux et départementaux. Les frais liés à une activation de compte sont de 45 € par établissement une fois, non renouvelable, donc ça veut dire que c'est une fois pour toutes. Et les frais d'activation et de formation sont de 95 €, mais offerts si fait sous 14 jours. Ça, en général, sur des comptes type OpenPro, c'est fait bien avant 14 jours, parce qu'on a beaucoup moins de contenu à ajouter que sur un compte qui part de rien. L'autre offre, elle s'appelle eVivo Solo. Elle est à 5 € par mois, 60 € par an. Et elle concerne uniquement le canal Abritel Omeway pour les locations de vacances. Les frais de connexion et d'activation sont les mêmes. À retenir que Omeway a mis en place un système de frais de traitement de 50 centimes par réservation confirmée par Abritel Omeway. Il y a une spécificité à savoir pour la connexion Abritel Omeway. On ne pourra pas réutiliser, se connecter à une annonce que vous avez déjà. Il y avait deux façons de se connecter à HomeAway. C'était soit de connecter tous ceux qui le souhaitaient, mais d'avoir la contrainte d'avoir un compte eVivo dans lequel eVivo générerait lui-même toutes les annonces, ou ne proposer qu'à ceux qui gèrent 15 biens ou plus d'avoir accès à leurs annonces existantes. Comme ce n'est pas la grande majorité du marché, ce qui était plus intéressant, c'est d'avoir la contrainte d'avoir un compte unique eVivo dans lequel eVivo gère les annonces de tout le monde en générant de nouvelles, mais vous, individuellement, avec un ou deux gîtes, vous avez accès à des mises à jour automatiques. Donc, certains peuvent ne pas être intéressés par ces mises à jour automatiques, dans le sens où ils préfèrent garder la main sur leur annonce avec leurs avis, leur antériorité. C'est une possibilité. Dans ce cas, il y a une autre façon de connecter avec un ICAL à sens unique, pour l'instant en tout cas. Mais c'est une chose à savoir, on ne pourra pas réutiliser votre annonce existante. Vous la mettrez en pause, vous la retirerez de la mise en ligne et nous, on en générera une nouvelle. Ce qu'on peut faire dans le cas des annonces qui sont très vieilles sur Abritel Omeway, c'est demander aux équipes de Omeway Abritel d'importer les commentaires de l'ancienne annonce vers la nouvelle. De les migrer de l'une vers l'autre, oui. Ouais. Alors, comment fonctionne grosso modo la passerelle OpenPro eVivo Agence? On a vu ça tout à l'heure. eVivo récupère depuis OpenPro différentes données. Elle récupère une partie du contenu, donc les types d'hébergement que vous avez, les descriptions et les disponibilités que vous allez avoir sur votre calendrier OpenPro. Ensuite, avec les agences en ligne, eVivo va partager les photos et les descriptions, donc potentiellement une partie du contenu qui était sur OpenPro, les disponibilités qui sont aussi tirées de OpenPro, et ajouté à cela, elle va partager avec les agences en ligne les tarifs, les conditions de réservation et les réservations elles-mêmes. Donc, elle va les récupérer. Une fois qu'elle aura récupéré les réservations des agences en ligne, elle va les envoyer à nouveau vers OpenPro. Ça veut dire que sur OpenPro, on va voir figurer les réservations en direct, les réservations de l'Office du tourisme, les réservations manuelles et aussi les réservations des agences. Tout ça en un seul endroit. A priori, la seule information à laquelle vous n'auriez pas accès dans votre planning de réservation OpenPro, c'est les cartes bancaires chaque fois que ça s'y prête. C'est-à-dire, si c'est des réservations Airbnb, il n'y a jamais de carte bancaire. Donc, vous ne la verrez ni chez nous, ni chez OpenPro. Mais si chez Booking, vous êtes paramétré pour récupérer des cartes bancaires parce que vous organiserez les acomptes, les prépaiements avant l'arrivée, la carte bancaire sera stockée chez nous, mais ne sera pas repassée à OpenPro pour des questions de sécurité et de facilité de
d'interfaçage entre les deux. Sur l'écran, on voit qu'il y a la notion de tarif qui est sur la droite entre, on va dire, nous et les sites de vente. Quelque chose qu'a dit Marie, mais on peut le répéter encore une fois. Comme les tarifs, on ne va pas les récupérer de OpenPro. Vous allez devoir les saisir dans eVivo. C'est l'occasion de réfléchir si vous allez partager ces mêmes tarifs avec les agences ou d'autres. En France, la loi vous permet d'avoir un prix qui n'est pas le même sur Booking.com qu'en vente en direct. Ce que maintenant font beaucoup de personnes. Donc, c'est à réfléchir. Les conditions d'acompte ou d'annulation peuvent varier. Vous pouvez être très souple en direct et beaucoup plus ferme et restrictif vis-à-vis des agences. La disponibilité, on la récupère de OpenPro. Si vous êtes ouvert sur OpenPro, vous êtes ouvert sur Booking. Si vous êtes fermé sur OpenPro, vous êtes fermé sur Booking. Si vous êtes ouvert sur OpenPro, vous pouvez créer des blocages chez eVivo qui fermera Booking.com. Ce que vous ne pourriez pas faire, c'est dire « Ah oui, mais pour l'instant, il y a une raison qui fait que j'ai besoin de fermer sur mon site en direct, mais je veux rester ouvert chez Booking. » Ça, ce n'est pas possible. On pourra limiter éventuellement ce que OpenPro nous donne, mais on ne pourra pas réouvrir quelque chose que OpenPro nous fermerait. Merci pour les précisions. Je pense que ça couvre pas mal ce qu'on sait faire sur la passerelle. Maintenant, en termes de tunnel d'achat, donc pour vous montrer rapidement comment ça se passe, l'inscription en fait pour ces deux offres se passe directement à partir d'OpenPro. Elles ont été faites pour les utilisateurs d'OpenPro uniquement, sont différentes de l'offre eVivo classique qu'on va trouver sur notre site et se passent directement dans votre système. Donc on repart en fait de l'interface OpenPro et on va trouver ici un bouton qui s'appelle Channel Manager. Et on va trouver en fait derrière ça le détail des offres avec le début du tunnel d'achat. On va y arriver. Donc ici. Au départ, en fait, on va nous poser la question de savoir si on veut synchroniser qu'un seul hébergement ou deux. Si on en a plusieurs. On va nous demander d'ajouter des photos, sachant que ce que disait Nicolas tout à l'heure, je le ressouligne, les photos typiquement ne seront pas transmises sur eVivo. Il y a deux choses là. Oui, OpenPro nous les passe, mais sous forme de liens dans un tableau Excel que quelqu'un de chez nous devrait télécharger une à une et recharger sur eVivo. Ça n'a pas de sens. Donc là, dans le tunnel, il y a une obligation d'avoir 4 ou 5 photos minimum par logement. Mettez-les. Non, mais si vous avez besoin si vous en avez mis dans votre compte OpenPro un grand nombre, c'est très bien, mais ne les chargez pas exprès à notre destination puisqu'on vous demandera de les recharger sur eVivo jusqu'au jour où on pourra changer le tunnel. L'autre chose, en plus il y a des chances que ce soit plus rapide à charger sur eVivo que dans ce tunnel à ce moment-là. L'autre chose, c'est la sélection de un ou plusieurs logements. Vous devez réfléchir correctement à cet instant-là, parce que une fois qu'on aura créé le compte eVivo basé sur ce formulaire d'inscription, vous ne pourrez pas rajouter de logement ultérieurement. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. OpenPro ne peut pas nous notifier de quelque chose qui a été rajouté par la suite ou un changement d'idée parce que vous vouliez tester la plateforme, vous aviez mis que le gîte Les Lauriers et maintenant vous êtes content et vous voulez rajouter le moulin. Ce ne sera pas possible en fait. Donc, pesez les pour et les contre. Et sachez que ce que vous cocherez, ce que vous permettrez d'offrir à eVivo dans le cadre de cette connexion, concerne l'ensemble de vos logements que vous souhaitez diffuser sur les sites de vente. C'est exactement ça. Donc, c'est pour ça qu'ici, c'est important de bien remplir ces données-là.
donc pour chaque logement qu'on va décider de synchroniser, on va devoir remplir des informations. Ces informations-là, c'est toutes les informations qu'on verra sur l'annonce, le type d'hébergement, le nom de l'hébergement, la vue, le nombre de personnes, etc., etc. Ça va être également une liste d'équipements, on vient de l'avoir passé, une description, etc., etc. Donc, ça va être toutes ces choses-là qu'on va devoir remplir ici et qui, pour le coup, vont être importées sur eVivo. Ensuite, à chaque fois qu'on va compléter en fait ces données, on va voir que l'écran change pour juste se transformer en à vérifier, vérifier. Tant qu'on ne voit pas vérifier sur tous les logements et valider mon inscription, c'est-à-dire qu'il va manquer des données sur le tunnel d'achat à un moment ou à un autre. Je vois une question. Est-ce que vous nous entendez à nouveau? Alors, problème de réseau. Nicolas, est-ce que tu m'entends correctement? Oui, je pense que c'est de son côté, donc il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. On va peut-être attendre quelques secondes. Est-ce que vous nous réentendez ou pas du tout? Ça passe très très mal chez moi. Ça passe très très mal. C'est pas de, Okay. c'est pas de chez où je pense. Comme j'ai pas l'ordi, nos lignes téléphoniques avec le portable, c'est compliqué. Voilà. Merci. On va essayer d'aller lentement pour que vous entendiez à peu près bien. Donc, ce que je disais là à l'instant, c'est que tout simplement, le système ne vous laissera pas aller de l'avant si toutes les informations nécessaires n'ont pas été complétées. On le voyait sur l'écran précédent. On va avoir des petits boutons orange qui vont dire information incomplète, je crois. Quelque chose comme ça. C'est à ça que ça va faire référence quand on va manquer une information. Une fois qu'on sera passé par ici, on va valider l'inscription, puis continuer notre inscription et atterrir sur le tunnel d'achat côté eVivo. On va vérifier toutes les informations qui ont été reçues depuis OpenPro. Donc, ça va être les mêmes, hein, globalement, les champs correspondent. On va ensuite sélectionner les canaux sur lesquels on souhaite figurer. Alors ici, comme je le mentionnais tout à l'heure, on a des personnes dans le chat. Hop. On va avoir donc la sélection des grandes agences en ligne, sachant qu'ici ne sont pas listées les agences régionales qu'on est susceptible d'avoir. Ça peut être des petits canaux associatifs, ce genre de choses. Ça dépend vraiment de région en région. Cette liste, elle n'est également pas définitive, à savoir que si une personne sélectionne Booking et Expedia et finalement à la fin souhaite avoir Airbnb, c'est possible au moment de l'activation de voir ça avec l'agent d'activation qui s'occupe de la vérification du compte et de la connexion aux agences. On a une certaine souplesse à ce niveau-là. Le but, c'est pas de commencer l'agent d'activation. Il va vous superviser, il va vous accompagner au début, mais après, il n'est plus nécessairement associé à votre compte. Donc, l'idée, c'est de faire toutes les connexions au démarrage et pas toutes les semaines d'en rajouter une. Donc, si par exemple vous n'aviez pas coché Expedia et que tout le monde autour de vous vous parle d'Expedia, revenez vers nous et on vous ajoutera Expedia, bien sûr. Mais l'idée, c'est d'y réfléchir sérieusement au démarrage. Et une connexion qui n'est pas listée ici, mais qui finira certainement par apparaître dans le tableau ou qu'on pourra ajouter, c'est Agoda qui vient d'être terminé et qui peut être rajouté aussi. Sur l'écran, ensuite s'ensuit donc le tarif qui est défini selon le nombre de chambres et l'offre. Donc, si vous sélectionnez uniquement HomeAway, on va être sur l'offre solo. C'est une offre qui est utilisée par 3% des personnes sur 3-4% des utilisateurs d'OpenPro. C'est assez limité. Personne, oui. Ouais. Mais elle existe, elle a le mérite d'exister.
Le dernier écran va concerner la confirmation de la commande, le paiement qui se fait de toute façon par mandat de prélèvement SEPA, avec les coordonnées, les informations légales. Ça demande, je crois, non, pas à ce niveau-là, le numéro de licence. Je ne sais pas si dans vos communes à vous, vous devez avoir un numéro de licence pour une exploitation de meublé. C'est le cas selon les communes. C'est des choses qui sont peut-être demandées après. Ouais, je ne le vois pas ici, donc c'est plus tard. Hop. Alors, les derniers points, c'est la configuration et les aspects techniques sur cette connexion-là. Sur les canaux de vente, donc Nicolas le mentionnait tout à l'heure, au niveau de l'ouverture et de la fermeture des canaux de vente, ça se fait tout d'un coup à partir des Vivo ou à partir d'OpenPro si on souhaite tout fermer. Et les canaux peuvent être fermés soit à partir des Vivo, mais tous en même temps, soit on peut carrément fermer l'établissement à partir d'OpenPro. Une question qui revient souvent, c'est que l'inscription elle est toujours gratuite sur ces canaux de vente. Donc sur les grandes OTA, ce n'est pas forcément le cas des annuaires spécialisés ou locaux. Il faut le garder en tête. On a parlé également des annonces existantes sur HomeAway. Donc ça, les annonces existantes sur HomeAway ne sont pas reprises, c'est ce que Nicolas disait tout à l'heure. On va créer de nouvelles annonces. Sur tous les autres, Expedia, Booking, Airbnb, TripAdvisor, on va se connecter à une annonce si elle existe déjà. Le dernier, c'est Google Hotel Ads. Donc ça, pour le coup, on est aujourd'hui et encore le seul channel manager à proposer ce type de connexion-là avec Google Hotel Ads. Du coup, on va uniquement créer une nouvelle annonce, puisque en règle générale, vous ne serez pas susceptible de l'avoir déjà. Et ensuite, au niveau du délai de mise à jour, pour tout ce qui est, alors on va appeler ça dans le jargon, des informations chaudes. Ça va être les informations plus sensibles et qui demandent une mise à jour plus régulière. Ça va être instantané pour les disponibilités, les tarifs et les réservations. Instantané, on entend environ 1 seconde, je crois, Nicolas, un peu moins. Ouais, ça va varier entre 1 seconde et moins d'1 minute. On est largement en dessous des... On doit être... Quand ça va pas bien, on doit être autour des 10 secondes quand c'est lent. Mais c'est considéré comme de l'instantané. Des sites comme Expedia imposent des délais genre 5 minutes ou des choses comme ça. Donc, on est largement en dessous. Pour le contenu, oui, ça va être... au mieux, ça dépend des plateformes, mais au mieux, ça va être toutes les 4 heures, mais ça peut être 1 fois par jour. C'est quelque chose qui est considéré comme pas indispensable. Une mise à jour du contenu n'est pas indispensable en soi à la réservation, donc moins important, donc les appels sont moins fréquents. Je voulais revenir sur une chose qui était sur l'inscription gratuite sur les OTA. L'inscription est gratuite, vous payez des commissions. Si vous voulez garder juste une valeur en tête, la moyenne du marché, c'est 15%. C'est 15% de ce qu'ils arrivent à vous vendre. S'ils sont mauvais et que vous êtes diffusé sur 5 grandes plateformes, ça ne vous coûtera rien. Si en revanche, vous trouvez un type d'annuaire pour votre niche de marché qui est intéressant et il va probablement être payant, vous avancez de l'argent en faisant le pari qui va vous apporter quelque chose. Pour prendre un exemple, HomeAway Abritel, avant, vendait de l'abonnement à plusieurs centaines d'euros par an, sans garantie que personne ne réserve chez vous. Et ils ont constaté au fil du temps que ce modèle avait de plus en plus de mal à convaincre les hébergeurs à cause de ce défaut de garantie de réservation. Ils sont passés sur un modèle de commission. S'ils sont très bons, ils gagneront même plus d'argent que quand vous étiez en formule d'abonnement. Mais s'ils sont mauvais, vous n'aurez pas de raison de retirer votre annonce de chez eux puisqu'elle ne vous coûtera rien.
Donc, c'est à garder à l'esprit. Et si vous choisissez des canaux qui ne sont pas sur cet écran, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas y aller. C'est-à-dire que vous compliquez les choses en termes de mise à jour. Vous allez devoir faire des choses manuelles. Dans certains cas, on pourra vous fournir un calendrier ICAL, une adresse, une URL à copier-coller. Et si ce site avec lequel on ne travaille pas a bien fait les choses, en tout cas un minimum, il vous permettra de l'importer. Donc vous copierez, vous collerez notre URL de chaque hébergement chez eux, et eux, à intervalles de temps réguliers, ils récupéreront la disponibilité des Vivos. Donc ça vous permettra d'éviter d'avoir à courir à fermer votre site tiers chaque fois qu'une autre plateforme vendra. Ils le feront, pas de façon instantanée, ça prendra généralement plusieurs heures, mais ça pourra être automatisé. Ce qu'on ne fera pas, a priori sauf exception, c'est le chemin inverse. Si eux, ils vendent, on n'aura pas de moyen de récupérer la réservation. L'exception à ce jour, c'est Gîtes de France, si vous avez un compte Gîtes de France qui utilise la technologie ITEA. On récupère leur calendrier ICAL, donc bien qu'on ne soit pas pour de vrai synchronisé avec eux de la même manière qu'avec Booking, Expedia, Airbnb, on pourrait faire du double sens à intervalles de temps réguliers, sans mise à jour de tarifs, sans mise à jour de contenu, vraiment pur échange de disponibilité et de réservation. Merci Nico. Je crois que on a fait le tour plutôt pour les configurations des canaux. Le prochain point, c'est la configuration tarifaire. Ce qu'il faut garder en tête, et on le disait déjà, c'est les tarifs ne sont pas importés depuis OpenPro. Ça sous-entend du coup qu'on peut avoir des tarifs et des plans tarifaires différents entre l'offre qu'on va diffuser via OpenPro, donc sur son site direct et via la maison du tourisme et la place de marché du coup, et sur Evivo, donc pour les agences en ligne, Booking, Expedia, etc. Ça sous-entend donc qu'on peut faire un tarif qui absorbe en quelque sorte les commissions des agences en ligne. C'est ce que beaucoup font et c'est ce que la loi française autorise depuis 2016. Cette loi française, il faut garder en tête qu'elle a été copiée partout en Europe aujourd'hui. Enfin, elle a été appliquée partout en Europe aujourd'hui parce que c'était essentiel pour les hébergeurs de pouvoir mettre en avant une offre directe. Ça permettait un petit peu de combattre la compétition un petit peu déloyale des agences en ligne. On peut donc configurer un ou plusieurs plans tarifaires pour un seul hébergement également. Donc ça, c'est possible au moment de la configuration et avec l'agent d'activation, sous certaines conditions. On ne va pas mettre 4 ou 5 plans tarifaires par hébergement, mais on va pouvoir potentiellement en mettre un non remboursable et un remboursable, par exemple, si votre offre si vous voulez construire votre offre de cette façon-là. Ça peut aussi correspondre à une certaine configuration, je crois, sur Airbnb, qui va être un peu différente si on fait évoluer notre tarif selon le nombre d'occupants, selon le nombre de voyageurs qu'on va recevoir sur une chambre. On vous embêtera un petit peu avec ça. On ne fera pas tout et n'importe quoi juste parce que vous le demandez et pas de façon illimitée par type d'hébergement, que ce soit des chambres ou des gîtes. Il y aura une certaine logique à respecter. Il y a certains automatismes qui peuvent être mis en place, comme vendre une chambre quadruple de 2 à 4 personnes avec un coût de la personne supplémentaire qui est automatisé. On peut créer du remboursable, du non remboursable, avec ou sans petit déjeuner. On peut faire des variations comme ça, mais on a déjà vu des gens qui voulaient des tarifs qui différaient de une nuit à 28 nuits avec autant de plans tarifaires au milieu. On ne le fera pas. Le système ne le supporte pas et par expérience, on sait que vous ne les mettrez pas à jour et que vous n'arriverez même pas à relire le tableau. Donc ce qui peut se passer aussi, ouais.
de mémoire, on avait regardé même ceux qui avaient créé un grand nombre de plans tarifaires de déclinaison par nombre de personnes et par longueur de séjour. Au final, il y en avait 4 qui étaient achetés. 4 plans tarifaires couvraient probablement 90% des réservations qui tombaient. Tous les autres ne servaient à rien. Tous les autres, c'était un employé, puisque pour le cas, c'était une agence, c'était un employé qui passait sa vie à organiser ce casse-tête pour pas de résultat, en fait. Il y a aussi donc le côté hébergeur dont Nicolas vient de parler. Il faut aussi garder en tête le côté voyageur. Il n'y a rien de plus irritant pour un voyageur que d'arriver sur une annonce qui a l'air hyper bien. Un super hébergement qui correspond exactement à notre demande, avec les équipements qu'on veut, disponibles aux dates qu'on veut. Et là, on se penche sur le tarif et on se rend compte qu'en fait, il y a à peu près 6 offres pour une seule chambre. Et en règle générale, la différence entre les offres est peu comprise, où le voyageur n'a pas envie de se pencher éternellement sur quelle offre est la meilleure, pour peu qu'une offre soit affichée, alors qu'en fait, elle devrait correspondre à un séjour plus court ou plus long. Voilà. Donc, si jamais il y a une erreur de configuration. Donc, en gros, il faut penser simplicité pour soi, pour l'organisation des tarifs, mais aussi pour le voyageur, parce qu'au final, la personne qui va acheter, c'est le voyageur. Et garder à l'esprit que les sites de vente, par exemple, seront très très mauvais à mettre en avant, toutes sortes de packages ou suppléments que vous seriez intéressé de vendre. Donc, les personnes cherchant à faire ça, à montrer qu'on ne vient pas seulement dormir chez eux, essaieront de faire cet upgrade, cet upsale, comme ils disent en anglais, de vendre des services additionnels à la suite de la réservation. C'est vous venez de réserver pour 50 ou 100 euros la nuit. Sachez qu'on propose aussi des excursions, de la dégustation, des repas, des trucs comme ça. Vous allez le vendre après coup. Et on voit des gens qui sont assez bons sur le marché, qui gèrent des dizaines d'appartements et qui visent la réservation la plus courte et la plus rapide au moment où le client prend sa décision et le recontacte derrière justement pour augmenter ce panier moyen avec d'autres choses qui pourraient les intéresser, comme en station, le Wi-Fi n'est pas nécessairement fourni dans l'appartement. Eux vont louer des petits modems Wi-Fi transportables avec le client, toutes sortes de choses additionnelles qui n'avaient pas été prévues. Donc, c'est quelque chose à garder à l'esprit aussi. Voilà pour les tarifs. On a parlé tout à l'heure d'une promotion universelle configurable. Simplement à garder en tête que c'est une promotion qui permet de baisser le tarif selon, je crois que c'est la date de réservation, donc si c'est longtemps avant ou au contraire en dernière minute. La configuration des hébergements. Donc Nicolas parlait tout à l'heure du fait qu'on avait des types d'hébergements qu'on va importer depuis OpenPro et qui doivent être les mêmes que sur OpenPro. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une sorte de miroir entre l'offre qu'on a sur OpenPro, celle qu'on a sur Evivo et celle qu'on va trouver sur les agences, de façon à ce que l'information disponibilité, réservation puisse passer depuis une plateforme de réservation vers le moulin du channel manager et soit envoyée vers OpenPro et que tout ça marche. Si jamais on n'a pas les bons types d'hébergements reliés entre eux, potentiellement l'information ne passera pas correctement et on se retrouvera sans réservation ou avec des surréservations. Donc l'idée, c'est d'avoir... Ouais. Normalement, au moment de l'interfaçage avec un ou plusieurs sites de vente, l'agent d'activation devrait logiquement vérifier la cohérence entre ce que vous avez chez Booking et chez nous. Nous, on aura ce qu'on a récupéré de façon automatique depuis OpenPro. Donc, si vous avez 5 chambres individuelles chez OpenPro, on aura 5 types de chambres chez nous, quantité 1,
Et on s'attendra à ce que chez Booking ou chez Airbnb, il y ait 5 lignes. Chez Booking, un compte avec 5 lignes qui correspondent chaque fois à une chambre. Chez Airbnb, 5 annonces. Si ce n'était pas le cas chez Airbnb, ce n'est pas grave, on peut générer les manquantes de façon automatique. Ce qui ne pourrait pas marcher, c'est d'avoir par exemple les 5 chambres distinctes chez OpenPro, mais comme elles sont toutes doubles et que les clients qui viennent de Booking, vous n'avez pas forcément envie qu'ils puissent choisir dans laquelle ils vont séjourner, vous auriez créé qu'un seul type de chambre double, quantité 5 cette fois-ci. Ça ne marchera pas parce qu'on aura une entité chez Booking à connecter avec 5 chez nous, donc ça ne marchera pas. L'inverse est valable aussi. En revanche, vous pouvez très bien avoir des comptes OpenPro qui soient sous forme d'unité, donc c'est-à-dire chaque ligne correspond à un logement, ou le modèle un peu plus hôtel, qui est un type de chambre peut avoir des quantités. Donc un petit hôtel chez OpenPro va avoir 2 typologies de chambres, double et triple. 5 chambres doubles, 2 triples, ça fonctionne très bien, pourvu que après, chez Booking ou ailleurs, il y ait le même type de configuration. Donc, il n'y a pas de limite de ce côté-là. Aussi, je reviens sur les tarifs. On n'a pas mentionné quelque chose, c'est qu'est-ce qui est considéré comme une chambre, Nicolas, pour le tarif de Vivo. Je m'en souviens maintenant qu'on parle des hébergements. En gros, toute pièce fermée destinée à dormir. Si vous avez un studio, il n'y a pas de pièces distinctes, ça va compter comme une chambre. Si vous avez type de chalet, appartement à la montagne où il y a un canapé-lit dans le salon, une chambre et un couloir de passage avec des lits superposés, en toute logique, ce que je viens de décrire correspond à une chambre. Vous avez une seule chambre dédiée à dormir. Le salon est exploité pour faire dormir des personnes, mais ce n'est pas une chambre dans ce cas-là. Le couloir dans lequel on a les lits superposés n'est pas fermé, ce n'est pas une chambre non plus. Ça, c'est un exemple vraiment particulier pour décrire combien il y aurait de chambres à compter dans un hébergement. Vous avez un gîte, vous vous dites c'est une unité, je souhaiterais payer qu'une fois l'abonnement. C'est pas ça, c'est votre gîte comporte 2 chambres fermées, on sera donc à 2 fois 4 euros, ce sera 8 euros minimum pour ce gîte-là. Et si jamais il n'y avait que ce gîte-là à diffuser sur les agences, Marie avait mentionné un minimum d'abonnement, quoi qu'il arrive, de 15 euros par mois. Donc, vous tomberiez au défaut qui est 15 euros, bien que vous n'avez possiblement pour votre unique gîte de chambre. Après, ah oui, il y avait une notion aussi d'adresse entrecoupée de qu'est-ce que j'ai fait chez Booking.com et OpenPro. Si chez OpenPro, vous avez 3 gîtes, mais chacun dans une référence hébergement différente, c'est-à-dire en haut à droite, vous passez d'une page à une autre et vous ne voyez jamais plus qu'un gîte à la fois à l'écran, c'est que vous avez 3 comptes OpenPro. Il y aura 3 abonnements, vous serez à 3 fois 15 euros minimum et 3 fois 45 euros pour les frais d'inscription, sans vouloir effrayer personne. Généralement, si vous avez des gîtes bien que différents à une même adresse, vous devrez logiquement un compte booking.com dans lequel il peut y avoir plusieurs de ces gîtes. Dans ce cas, ce sera une inscription et on comptera la somme de toutes ces chambres pour définir la valeur de l'abonnement. Et une configuration comparée à l'autre n'aura pas du tout le même coût. Si c'est regroupé dans un compte, pourvu que ça puisse l'être, ce sera nettement plus avantageux. Lorsqu'il y a des questions comme ça sur des configurations comptes, c'est là où Nicolas et moi intervenons.
Nicolas sur le plan technique, moi plutôt sur le plan commercial pour vous diriger vers la meilleure solution. Donc n'hésitez pas à demander notre contact à Christophe s'il y a besoin d'informations complémentaires là-dessus. On ne cherchera pas à vous embêter avec ça, c'est juste qu'il y a des choses qui ne marcheront pas et vous ne serez pas satisfait. Donc, on l'a vu, il y a des gens qui ont insisté pour faire comme ils le voulaient. Et aujourd'hui, ils ont un bricolage qui fait qu'ils ne sont pas satisfaits du service et disent que concrètement, le channel manager ne fonctionne pas. Non, il fonctionne très bien pourvu qu'on fasse en fonction des contraintes techniques qu'il y a à tous les niveaux. Donc, on vous apportera le conseil. On vous dira, il vaut mieux faire comme ça et trouver la configuration idéale. Donc, du coup, Christophe vous passera le contact. Je vois une question qui vient du Jardin pour la Terre à ce sujet. Le dernier point, c'est la gestion des dossiers de réservation. Pour ce qui est de l'encaissement des réservations, ça va se faire selon... Alors, ça va dépendre de la plateforme et du contrat que vous avez avec la plateforme. Et ça sera vu avec l'agent d'activation. En fait, au moment d'activation, c'est là où vous faites le point de Airbnb, ils encaissent pour moi. Booking, j'ai tel contrat, peut-être qu'ils encaissent pour moi, peut-être que c'est moi qui encaisse, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment... Il faut garder en tête que les encaissements des réservations dépendent de la plateforme en tant que telle et comment elle fonctionne déjà à la base. Et deuxièmement, du contrat que vous avez avec. Selon les plateformes, il y a différents types de contrats qui existent. Pour les contrats de location, il n'y en a pas qui sont envoyés depuis Evivo, tout simplement parce que lorsque le client effectue une réservation instantanée via une plateforme de vente en ligne, il accepte vos conditions de vente. Et normalement, si vous avez bien fait les choses, vos conditions de vente reprennent exactement les conditions de vente qui sont stipulées dans votre contrat. Enfin, les annulations des réservations ne sont pas possibles depuis Evivo, des réservations OTA, pardon, sauf dans 2 cas. Soit la carte bancaire que vous avez reçue n'est pas valide, et dans ce cas-là, la réservation ne peut pas être garantie. Soit le voyageur ne s'est pas présenté, il a fait ce qu'on appelle un no-show, et dans ce cas-là, vous pouvez annuler la réservation en disant le voyageur ne s'est pas présenté. On recommande de le faire sous 48 heures après l'arrivée prévue pour que l'OTA puisse annuler les commissions, je crois. Enfin, la dernière chose, c'est les modifications de réservation se font directement sur l'extranet de l'OTA. Donc, ce qu'on va retrouver sur OpenPro, ça va être vraiment des informations factuelles, mais le traitement des dossiers de réservation se fera à partir des OTA ou alors à partir des Evivo si c'est simplement pour récupérer le numéro de la carte et s'il n'y a rien à faire au-delà de récupérer le numéro de la carte. C'est juste logique, vous ne pouvez pas annuler ou modifier une réservation en provenance de Booking juste parce que vous le souhaitez. En fait, il y a une démarche, soit à votre initiative, soit à celle du client, mais quelqu'un doit entrer en contact avec Booking pour faire ce changement. Généralement, c'est le client qui va annuler, qui va modifier les dates de son séjour. Il peut le faire de façon automatique via sa confirmation et ça mettra à jour automatiquement Evivo. Vous avez eu toutes les informations? Ça a coupé. C'est un petit peu bloqué. Ouais, c'est un petit peu bloqué, mais je crois que c'est passé. Voilà pour la présentation donc, de Evivo via OpenPro, ce qu'on fait, combien ça coûte et comment ça s'installe. Est-ce que vous avez des questions? On a un petit peu dépassé le temps d'un quart d'heure. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce dont on vient de parler? On va vous faire passer par l'intermédiaire de Christophe donc, les présentations. On a une documentation, donc ce n'est pas cette présentation-là, mais il y a une documentation faite par Alliance Réseau que je vous ferai passer avec la foire aux questions qui reprend un peu tous les points qu'on a évoqués sur les points techniques qu'on vient d'évoquer. Et la première présentation, si vous voulez, je peux la faire passer aussi sans problème. Oui, moi, donc, petit au village pour la Terre, j'ai été obligée de m'absenter 3 minutes. Donc, vous l'avez peut-être dit quand je n'étais pas là. Moi, je vous entends toujours avec un prix de chambre. Un prix de chambre pour un système hôtelier, par exemple. Mais quand on a des hébergements familiaux comme des chalets, est-ce que donc
il faut compter pour le prix de l'abonnement, enfin du service, il faut compter par chambre ou par hébergement? On comptera toujours par chambre. La démarche initiale d'Evivo, c'était de pouvoir proposer un système qui soit abordable même aux plus petits, donc aux personnes qui ont un studio. Donc oui, le prix est évolutif selon la capacité de l'hébergement, et sur la capacité de l'hébergement, on ne s'est pas basé sur le nombre de personnes, mais bien sur le nombre de chambres à coucher, donc vraiment les vraies chambres qu'on va trouver dans l'hébergement. Donc ne sont pas considérées comme des chambres. Le canapé dans le salon, ce n'est pas une chambre, c'est un salon. Le coin montagne avec 2 lits superposés dans le couloir, c'est pas une chambre non plus. Et enfin, les mezzanines, le lit sur mezzanine ne comprend pas une chambre, c'est pas une pièce fermée. D'accord. Mais le reste va compter comme des chambres. N'est pas compté comme une chambre, je crois que j'ai déjà vu ce cas-là, dans une pièce qui était une bibliothèque / bureau, il y avait un divan qui était convertible, je crois qu'on ne l'avait pas compté comme chambre, Nicolas. Il me semble, mais ça c'est à voir sur le moment. Si vous avez une hésitation, on regarde ça avec vous. D'accord. On aura vos contacts, je pense, de toute façon. Oui, vous aurez nos contacts, tout à fait, par l'intermédiaire de Christophe. Mais c'est la question qui revient le plus souvent de toute façon sur la configuration. C'est une grille tarifaire qui sort un peu peut-être de l'ordinaire, mais c'est la seule solution qu'on a trouvée aujourd'hui pour pouvoir correspondre au maximum d'utilisateurs et des plus petits, en l'occurrence. La manière dont vous vous inscrivez, le nombre de chambres compte, et pas seulement pour savoir combien on vous débitera mensuellement. Engagement d'1 an, qu'on n'a peut-être pas précisé, mais oui, presque logique pour nous. Au-delà, vous pouvez arrêter, mais l'engagement est au minimum d'1 an. J'ai perdu ce que j'allais dire. Le nombre de chambres, parce qu'il bloquera Evivo à un certain niveau et on ne pourra pas forcément le changer. Donc, si vous êtes mal inscrit ou inscrite, on va rencontrer des difficultés techniques et on va vous faire tout recommencer, ce qui pour nous est presque autant un cauchemar que pour vous. Donc, est-ce qu'on est obligé de mettre tous les hébergements qu'on a sur l'Open Pro, ou on peut, par exemple, dire je vais en prendre la première année, puisque c'est sur 1 an, je vais prendre la moitié de mes hébergements que je vais pouvoir mettre sur Envivo, ou je suis obligée de tout mettre? Vous n'êtes pas du tout obligé de tout mettre. C'est pour ça que pendant le tunnel d'inscription, vous sélectionnez ceux qui vont vous intéresser à faire partie de cette connexion. Ouais. En revanche, vous ne pourrez pas en rajouter par la suite. D'accord. On arrive à en enlever parce qu'il y a des améliorations qui ont été apportées qui nous permettent, par type de logement, de notifier OpenPro, de couper la connexion sur celui-là et on arrive à l'enlever des Vivo. Mais tout ajout, que ce soit complètement nouveau ou quelque chose que vous aviez mais que vous n'aviez pas coché, aujourd'hui, il n'y a pas de notification de OpenPro qui peut être comprise par Evivo pour rajouter ça. D'accord. Oui, donc le conseil, c'est de tout mettre quand même, quoi. Soit vous mettez une partie, vous établissez une stratégie sur du long terme en disant je vais mettre uniquement mes 2 hébergements les moins chers pour avoir une vitrine en ligne. Ouais. C'est ce qui peut être fait. Ouais. Ou soit, voilà. Notamment, le choix peut être considéré quand on avait les exemples de tout à l'heure où on disait j'aime pas trop le modèle booking.com et je m'en irai de Booking quand je le pourrai. Vous avez la chance d'avoir 5 gîtes, 2 peut-être moins intéressants que les autres, mais il faut bien vivre. Ces 2, vous dites, ils seront diffusés sur les canaux de vente parce que j'accepte de recevoir des clients booking.com parce que notamment ça me fera un roulement en termes d'argent, alors que les 3 autres, je ne les diffuserai jamais sur ces plateformes. J'essaierai de les remplir d'une autre manière. C'est juste, vous ne pourrez pas vraiment changer de fusil d'épaule en cours de route, si ce n'est, on va dire, faire machine arrière et ne plus diffuser personne sur les plateformes, mais pas tellement en rajouter.
Oui. Donc, ça dépend. Il y a pas de... je ne peux pas vous dire, il est intéressant de tous les mettre. Ça dépend la logique que vous avez derrière, ce qui vous intéresse. Surtout que c'est ce qu'on disait, c'est ce qui est le plus appliqué par les hôtels aujourd'hui. On s'ouvre à la vente au maximum partout, et puis petit à petit, on essaye de se détacher des plateformes qui nous coûtent le plus cher. Oui. Ouais. Mais après, on n'est pas obligé de tout mettre dès le début. C'est clairement... on n'est pas obligé de dire je mets tous mes hébergements quitte à les enlever après. On peut simplement en mettre quelques-uns histoire d'avoir une vitrine et d'être visible sur ces sites-là. C'est aussi une stratégie qui est tout à fait, qui peut être complètement cohérente. D'accord. Là, l'idée, c'est d'évaluer la stratégie qu'on souhaite mettre en place. Vous pouvez les mettre tous. Alors, ça a forcément une incidence commerciale sur la valeur de l'abonnement. Ça, je ne le conteste pas. Vous pouvez les mettre tous et décider de créer des fermetures ponctuelles ou beaucoup plus grandes dans le calendrier pour stopper la vente sur les canaux de vente. D'accord. Certains vont faire ça de façon très simple, très basique sur l'été, je sais que je m'en sors très bien. Donc, je ferme cette période sur Evivo. Booking, Expedia ne l'auront pas et je me débrouille tout seul. Il y en a d'autres qui poussent, je dirais, le vice un peu plus loin en fermant presque tout le temps le calendrier Evivo à destination des sites de vente. Ils essaient dans un premier temps de vendre en direct, selon leurs conditions, selon leur prix. Et quand on se rapproche des dates butoirs, ils commencent à ouvrir sur Evivo pour bénéficier de la puissance de Booking, Expedia et Airbnb en dernière minute et remplir ce qui n'aurait pas été fait. Il y a plusieurs logiques derrière. Il y a pas grand-chose qui vous empêche d'appliquer votre méthode. Il y a juste des méthodes qui demandent un peu plus d'intervention sur le système que d'autres. Il y en a, ils mettent l'autopilote, un tarif toute l'année, peut-être la promo universelle pour le diminuer en saison basse, et ils laissent courir et ils prennent toutes les réservations qui viennent de façon indifférente, quitte à ce que le prix Evivo soit majoré comparé à celui de OpenPro. Et il y en a d'autres qui vont être... à la nuitée près, je ferme les canaux, je les réouvre au compte-gouttes. Je peux réouvrir une chambre sans réouvrir les 4 autres. On n'est pas forcément tout le temps tout ouvert ou tout fermé chez Booking.com. D'accord. Oui, c'est assez souple finalement. Oui, c'est une question de combien de temps vous avez envie de passer sur le système à jouer, à enlever des choses, à les remettre. C'est plus ça. C'est globalement ça, ouais. Et il y en a qui vont faire varier. On a vu qu'il y avait des plans tarifaires. Un plan tarifaire, c'est une ligne, genre votre tarif avec petit déjeuner. Ouais. Cette ligne peut avoir des tarifs complètement différents au fil de l'année. Ce sera toujours le même plan tarifaire. C'est juste qu'il va avoir une sorte de saisonnalité, des variations. À terme, certaines personnes vont commencer à utiliser des outils de gestion de ces tarifs. Et ces outils font varier le prix nuitée par nuitée. Oui, là, je crois qu'on est très, très loin. Ça ne me concerne plus parce que nous, on est très... c'est artisanal hein, chez nous. Donc, non, là, je pense que je ne vais pas choisir cette option-là. Mais et Marie... c'est pas quelque chose qu'on va recommander pour... Non, mais Marie disait par exemple que oui, on sait que les gens, le week-end, peuvent faire du court séjour pas trop loin de chez eux, à 2 heures de route. Donc, je remplis plus facilement mon week-end. C'est pas vrai pour tout le monde. Il y a des gens qui vont être... on avait une cliente, elle était justement à côté d'un centre de formation de la Poste. Oui. Elle... c'est forcément en semaine que c'est plus cher parce que c'est ces jours-là qu'elle remplit et le nombre de logements à proximité de ce centre de formation de la Poste, il n'y en a pas beaucoup. Les week-ends, elle était obligée de casser les prix parce que personne ne va là-bas. Il n'y a pas particulièrement d'intérêt à aller là où elle habite. Donc, la logique, elle est jamais vraie pour tout le monde. Il y a des gens qui vont s'en sortir très bien avec des séjours d'une semaine entière. Nous, par défaut, on vous dira,
N'imposez pas des séjours d'une semaine entière. Pour plusieurs raisons, les gens font de plus en plus des courts séjours, ils font des escapades. Même s'ils ont une semaine de vacances, ils vont rester 2 ou 3 jours ici, puis reprendre la voiture et aller ailleurs. Et si ce n'est pas des Français en voiture, la semaine, elle n'est pas la même pour un Anglais que pour un Français. Le Français, c'est samedi, samedi. L'Anglais, potentiellement, c'est du dimanche au dimanche. Et vous, donc, en imposant des séjours d'une semaine et du samedi au samedi, vous perdriez les gens qui font du dimanche au dimanche ou qui, parce qu'ils travaillent certains jours de la semaine, eux auraient besoin de faire du lundi au lundi. Quelqu'un qui vous casse 2 semaines en prenant du lundi au lundi, il est à cheval sur 2 séjours. Vous pouvez recombler ça avec des séjours plus courts, plus chers, parce qu'à la nuit du 2 ou 3 nuits, vous le vendez beaucoup plus cher qu'un séjour d'une semaine. Si une semaine, c'est 700 € chez vous, donc 100 € à la nuit, en court séjour, vous n'allez pas le vendre à 100 € à la nuit, vous allez le vendre 120, 125. Des fois, certaines personnes ont peur de le tenter. On avait un client qui gérait plusieurs chalets en montagne et lui, pour qu'il puisse, avec les frais de ménage, les frais de gestion, rentrer dans ses frais, il fallait que ce soit des semaines. Il a tenté le 5 jours et il ne réservait pas. Il n'y avait pas la quantité de réservation nécessaire. Et on lui a dit, écoute, tente du 3 nuits au prix de ton 5 nuits. Non, mais ça ne se vendra jamais. Les gens ne payeront jamais pour avoir un truc à ce prix-là. Ça peut être vrai. Ça ne l'était pas dans son cas où il était sur des prestations plutôt sympas, avec potentiellement une pénurie au bout d'un moment de logement dans le coin où il était. Il a vendu des séjours de 3 nuits alors qu'ils étaient basés sur un prix entre 5 et 7 nuits. Les gens payaient pour 3 nuits quasiment ce qu'ils auraient payé à la semaine. Mais les personnes qui cherchent 3 nuits ne cherchent pas une semaine. Ils ne vous testeront pas du samedi au samedi puisqu'ils ne peuvent pas arriver ces jours-là et ne veulent pas rester aussi longtemps. C'est juste, quelle est la logique? Qu'est-ce qu'une personne est prête à payer pour les contraintes de séjour qu'il a? Où est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis de vos concurrents? Et là, pour le coup, on en revient à ce que je disais au tout début sur le marketing mix, à savoir vraiment penser quelles sont les personnes susceptibles de venir chez vous, quelle est la cible des gens qui viennent visiter votre département, votre région, votre localité. Et par rapport à ça, essayer de comprendre comment ces personnes vivent pour pouvoir les attirer. Comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment... y a un concept en marketing qui s'appelle le fait de créer un persona, c'est-à-dire de créer le personnage type de notre cible. Par exemple, une personne qui a lancé des cabanes dans les arbres, mais très décorées à l'intérieur, qui ressort très bien sur les photos, qui va être quelque chose de très, très visuel, etc. Avec des services très, très basiques, mais qui va surtout être quelque chose de très visuel. Il va identifier son bien comme quelque chose qui va viser une clientèle qui va peut-être être très sur les réseaux sociaux, qui va être plutôt jeune, qui va faire une escapade de week-end, et qui va penser, et du coup l'hébergeur va penser son hébergement par rapport au persona. Donc ça va être le persona typique moins de 30 ans, 25-35 ans, sur les réseaux sociaux, aime voyager pas loin de sa ville, mais faire une sortie régulièrement en zone rurale parce qu'il a besoin de prendre l'air, aura un panier moyen assez élevé parce qu'il n'y a pas encore d'enfants, mais il y a quand même un job derrière qui arrive à suivre. Voilà, on va définir un petit peu toutes les caractéristiques de notre cible en restant quand même assez général, mais en ayant une bonne idée et en essayant de la comprendre. Et à partir de là, on va pouvoir établir, peut-être faire des petites modifications sur notre produit et notre service, mais aussi établir une structure tarifaire qui sera adaptée. Et bien sûr, qui sont en lien avec la saisonnalité et les compétiteurs. Tout à l'heure, on avait l'exemple de plusieurs établissements qui étaient sur une niche et que le modèle Booking.com ne correspondait pas à leurs envies, à leurs idées. Google a étudié l'impact de ces méga catalogues en ligne de logements. Toutes les réservations ne se font pas sur Booking.com.
une partie de ceux qui vous trouvent sur booking.com vont aller rechercher le nom de votre établissement sur Google, aller sur votre site internet, voir ce que vous avez à raconter comme histoire. Et si en plus le prix en direct est différent de celui de booking.com, il y a tout intérêt à réserver de cette manière-là. Ça passe plus. Ça y est, c'est revenu. Ça oui, s'appliquera. Ça a bloqué chez moi aussi. Ouais, ça doit être mon téléphone. Ça s'appliquera ce sera certainement moins vrai si c'est un japonais, parce que le japonais ne connaîtra pas le système français, n'aura pas confiance à réserver peut-être via votre site en direct, et encore quand il y a un outil de réservation instantanée, pour peu qu'il soit peut-être traduit, ça pourrait, mais si lui a confiance en booking.com parce qu'il réserve toujours par booking.com, vous le récupérerez. Et Booking affichera votre établissement à plus de personnes que vous ne pourrez jamais en atteindre tout seul. Donc, dire que je ne veux pas le client booking.com, vous ne voulez pas le client opportuniste booking.com qui vient chez vous pour dormir et qui va payer pas grand-chose. OK. Mais si déjà vous l'écartez par une tarification un peu premium et de façon moins aisée de par le descriptif, si vous y avez accès, parce que ce n'est pas toujours le cas, ou par un jeu de photos, vous arrivez à montrer votre côté un peu unique, il est possible que vous en touchiez des gens via booking.com ou une autre plateforme. On avait des gens qui ne voulaient pas être sur Airbnb parce que Airbnb était associé justement à cette image jeune, sac à dos, qui fume et boit et qui reste 2 jours et s'en va en laissant sale. Oui, il y en a, mais Airbnb a des annonces luxe maintenant. Il a une section luxe avec des villas à plusieurs centaines, voire milliers d'euros la nuit. Si vous vous positionnez correctement, je dirais qu'il n'y a pas de raison de ne pas en récupérer certains qui vous intéressent aussi. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tout mettre tout le temps sur Booking. La personne qui disait « Moi j'ai ce modèle-là, mais mais j'ai du mal à me faire connaître et à avoir des clients », il y a un moment, il vous faut aussi l'argent qui va avec. Donc, comment est-ce que vous vous affichez et comment est-ce que vous récupérez, même de temps en temps, des personnes potentiellement via ces canaux, au moins tant que vous n'avez pas trouvé mieux. Merci Nico. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce qu'on vient de voir Moi, est-ce que c'était assez clair? Je suis obligé de vous laisser. On me rappelle déjà à l'ordre. Il faut que j'aille dans un autre meeting. Donc, je vous laisse, moi. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Nicolas. Merci, Nicolas. Merci à vous. On a fait le tour de la plupart du sujet, Christophe. S'il y a des questions... Pardon? On n'a plus de questions. Bah donc, c'est bon, il n'y a plus de questions. Écoute, Marie, on va vous remercier, Nicolas et toi, pour cette intervention ce matin. Sachez que j'espère que vous avez appris plein de choses. En tout cas, j'espère que maintenant, le logiciel Vivo est plus clair pour vous. De toute façon, vous allez recevoir un mail avec les contacts de Marie et de Nicolas si vous avez besoin de les joindre. Et vous recevrez aussi un mail avec la vidéo de cette formation de ce matin qui a été enregistrée et qui vous sera diffusée. Donc, ça va vous permettre de la revoir et de revoir peut-être des points qui vous paraissent encore un peu flous. Voilà, vous recevrez la liste des emails des participants aussi.
Je crois qu'on a tout dit. Marie, on va se retrouver le 15 octobre. Oui, c'est ça, dans 2 semaines. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines parce qu'on va refaire une séance de formation qui sera la même c'est ça. Pour d'autres participants. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à m'envoyer un email si vous voulez revenir à cette formation. Bien sûr, ce sera pour nous avec plaisir. Voilà. Merci Marie. Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci à vous tous d'avoir participé à cette formation ce matin et à très bientôt. Bien, à très bientôt. Merci Christophe, merci Marie. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.